La raison pour laquelle nous avons choisi la sclérose en plaques, c'est surtout parce qu'il s'agit, après les accidents traumatiques, de la cause la plus importante des situations de handicap modéré à sévère chez les jeunes adultes. C'est donc un sujet plus que préoccupant et nous tenions à en discuter dans cette vidéo. Mais qu'est-ce que la sclérose en plaques? La sclérose en plaques est une maladie auto-immune, chronique et dégénérative qui touche le système nerveux central et plus particulièrement la gaine de myéline. Avant de s'attarder sur le sujet, une révision de quelques concepts de base s'impose. Le neurone est l'unité fonctionnelle qui compose le système nerveux central. Il est composé de dendrites qui reçoivent l'information, d'un corps cellulaire qui intègre l'information et d'un axone qui, lui, propage l'information jusqu'à la synapse. La gaine de myéline est composée de lipides et de protéines qui s'enroulent autour des axones et qui permet une conduction plus rapide de l'influx nerveux. Elle est fabriquée par les oligodendrocytes et les cellules de Schwann. Au niveau moléculaire, la sclérose en plaques se produit lorsque les globules blancs du système immunitaire attaquent des protéines constituant la gaine de myéline comme si elles étaient des corps étrangers. Pour se rendre à la gaine de myéline, les globules blancs traversent la barrière hémato-encéphalique. Ce phénomène se nomme l'inflammation. Ensuite, ils vont détruire une partie de la myéline dans le système nerveux central. La barrière hémato-encéphalique, qui, habituellement, ne laisse passer aucun globule blanc, devient perméable à ceux-ci dans le cas de la sclérose en plaques. Il existe 4 formes de sclérose en plaques. La forme rémitante, ou poussée-rémission, 2 formes progressives et une forme bénigne. La forme rémitante, qui affecte 65 à 70% des personnes touchées par la maladie, est caractérisée par des poussées, soit l'apparition soudaine de différents symptômes, et est suivie par une rémission partielle ou complète de ces symptômes. La gravité, la durée et le nombre de poussées varient selon le patient. La deuxième forme de sclérose en plaques est la forme progressive primaire. Dans ce cas, il n'y a pas de poussée, mais plutôt une apparition progressive de nouveaux symptômes ou l'aggravation de symptômes déjà présents. Il n'y aura pas de phase de rémission dans cette forme de sclérose en plaques. La troisième forme est similaire à la forme progressive primaire, à la différence que les symptômes apparaissent à la suite d'une poussée. Elle se nomme forme progressive secondaire et touche 15 à 20% des personnes atteintes par la sclérose en plaques. Enfin, la dernière forme de sclérose en plaques est la forme bénigne. Les personnes atteintes par cette forme vivront quelques poussées, toujours suivies par une rémission complète, et ne développeront alors pas d'incapacité. Voici quelques informations pertinentes en lien avec la sclérose en plaques. Savez-vous que la sclérose en plaques affecte environ une personne sur 1000 et que les femmes sont 2 à 3 fois plus touchées par cette maladie que les hommes? Le Canada, les États-Unis, l'Europe et le sud de l'Australie, qui sont tous des régions éloignées de l'équateur, font partie des zones présentant une plus haute prévalence de la maladie. La majorité des diagnostics se fait entre 20 et 40 ans et un manque de vitamine D, la présence de la sclérose en plaques dans la famille, ainsi que la cigarette, seraient des facteurs pouvant être liés à la présence de la maladie. Il est difficile de faire une liste exhaustive des symptômes de la sclérose en plaques, puisqu'il s'agit d'une maladie qui touche tout le système nerveux et qui va donc avoir des répercussions sur la majorité des systèmes du corps humain. Néanmoins, les différents symptômes caractéristiques de la sclérose en plaques surviennent selon la localisation des plaques de démyélinisation et de l'inflammation. Ainsi, une atteinte au niveau des voies motrices va provoquer des symptômes qui reflètent l'activité de la zone touchée. Fatigue, déclin de dextérité et une faiblesse musculaire qui est présente dans 50% des cas, pouvant aller même jusqu'à la paralysie. Un autre exemple serait une atteinte au niveau du nerf optique où on peut voir apparaître une diminution de l'acuité visuelle. Il ne faut pas oublier non plus que les intestins et la vessie sont aussi sous contrôle du système nerveux et il n'est donc pas étonnant de retrouver certains symptômes à ce niveau, comme des troubles urinaires, de la constipation ou même des incontinences anales. Un autre symptôme très important de la maladie est la fatigue. Les personnes souffrant de la sclérose en plaques décrivent cette fatigue comme étant accablante et qui limite beaucoup leur activité quotidienne. De plus, c'est un facteur à ne pas négliger puisque c'est la cause majeure des arrêts de travail provoqués par la maladie. Comme mentionné précédemment, la sclérose en plaques peut produire divers symptômes en fonction de la localisation des plaques sur les différents systèmes du corps humain. Donc on peut retrouver aussi une impuissance sexuelle chez les hommes ainsi que des troubles cognitifs et émotionnels qui se caractérisent par des troubles de l'attention, de la concentration ou encore de la fluidité de la mémoire. Le diagnostic de la sclérose en plaques est difficile à établir en raison de l'absence d'un test unique. C'est de plus une maladie difficile à diagnostiquer par les neurologues puisque ses symptômes ressemblent à ceux de plusieurs autres problèmes de santé. Pour poser un diagnostic de sclérose en plaques, il faut donc se fier à l'histoire du patient, à l'examen clinique du médecin et aux résultats de l'imagerie par résonance magnétique. Ces résultats permettent aux spécialistes d'analyser la condition neurologique de la personne. L'historique des symptômes d'une personne atteinte doit être rigoureusement scruté, puisque pour affirmer la présence de la sclérose en plaques, l'activité de la maladie doit être séparée dans le temps et dans l'espace.
En d'autres mots, les lésions doivent être apparues à différents moments et celles-ci doivent être situées dans au moins 2 régions distinctes du système nerveux central. En dépit de plusieurs décennies de recherche, la sclérose en plaques est une maladie dont les causes sont encore mal connues. Si la sclérose en plaques n'est pas héréditaire, il existe de nombreux facteurs génétiques prédisposants. Selon une étude, des chercheurs auraient identifié 29 gènes qui seraient potentiellement impliqués dans l'apparition de la maladie. Il y aurait également un lien entre l'apparition de la sclérose en plaques et certains facteurs environnementaux. En effet, le degré d'ensoleillement aurait une influence sur le développement de la maladie, signifiant que les pays les plus éloignés de l'équateur sont donc les plus à risque. Plusieurs études sont présentement en cours afin de déterminer une cause potentielle de cette maladie. Avant de poursuivre avec les traitements, il est important de bien définir ce qu'est la poussée. Une poussée est définie par l'apparition de nouveaux symptômes ou l'aggravation de symptômes existants pendant plus de 24 heures. Les poussées peuvent être légères, modérées ou graves et sont souvent différentes d'une fois à l'autre, tant dans leur intensité que dans la manifestation des symptômes. Il n'existe pas à l'heure actuelle de traitement curatif. Cependant, plusieurs moyens permettent de prévenir les poussées et de ralentir l'avancée de la maladie. Les traitements diffèrent selon les stades et l'évolution de la maladie. Ils sont couramment séparés en 3 groupes. Le premier concerne les traitements des poussées. Ces traitements ont pour but de diminuer l'intensité et la durée des poussées provoquées par une inflammation aiguë d'une région du système nerveux central. Ces traitements sont à base de corticostéroïdes. Le deuxième groupe est les traitements de fond. Ces traitements ont pour but de réduire la fréquence des poussées et ralentir la progression de la maladie. Ils comprennent 2 types, soit les immunomodulateurs et les immunosuppresseurs. Les immunomodulateurs sont des traitements de première ligne visant à diminuer l'activité des cellules immunitaires et qui diminuent en moyenne de 30% la fréquence des poussées. Quant aux immunosuppresseurs, ce sont des traitements de deuxième ligne qui ont de nombreux effets secondaires et sont utilisés seulement lors de formes plus sévères de la maladie. Quant au dernier, il s'agit de la rééducation. L'objectif de la rééducation vise l'autonomie fonctionnelle du patient en lui permettant de restaurer sa motricité ou de l'entretenir le plus longtemps possible. Les traitements de rééducation se font pendant les périodes de rémission et sont diminués lors des poussées. Les exercices sont adaptés selon les symptômes de l'évolution et du type de sclérose en plaques. En ce qui concerne les avancées scientifiques, aucun traitement n'est actuellement élaboré pour vaincre la forme progressive. Il existe quelques médicaments connus qui ont comme effet d'espacer les poussées et de réduire leur intensité en début de maladie, mais ceux-ci n'ont pas d'effet curatif. Par contre, l'équipe du centre de recherche du centre hospitalier de l'Université de Montréal a identifié lors d'une étude sur des souris une molécule, la MCAM, qui permet aux globules blancs anormaux de pénétrer dans le cerveau. En neutralisant cette molécule, l'équipe a pu diminuer de moitié le degré de handicap chez les souris étudiées. Puisque la sclérose en plaques est initiée lorsque les globules blancs traversent la barrière hémato-encéphalique, ce traitement est pertinent pour freiner la progression de la maladie. En effet, en empêchant l'intrusion des globules blancs, le traitement agit en amont, permettant de prévenir la démyélisation, limiter les poussées et ralentir fortement la progression à long terme. En ce qui concerne le rôle de l'ergothérapeute, il faut savoir que la sclérose en plaques affecte diverses habitudes de vie, telles que les loisirs, les relations interpersonnelles et plusieurs autres. Les ergothérapeutes sont des professionnels de la santé qui évaluent et accompagnent les personnes afin de préserver et développer leur autonomie en adaptant les dimensions environnementales, occupationnelles ou personnelles. L'ergothérapeute pourra donc aider la personne atteinte de sclérose en plaques à accroître son rendement dans ses habitudes de vie en plus de favoriser sa sécurité. En conclusion, la sclérose en plaques est une maladie auto-immune qui est caractérisée par le passage des globules blancs à travers la barrière hémato-encéphalique, ainsi qu'une destruction de la gaine de myéline par ceux-ci. Les symptômes possibles sont nombreux et varient en fonction de la localisation des plaques. La cause exacte de cette maladie n'est pas encore connue et les traitements actuels servent seulement à prévenir et ralentir le développement de la maladie, sans pouvoir toutefois la guérir complètement. Néanmoins, les avancées scientifiques actuelles permettent de découvrir des aspects de la maladie qui, à l'avenir, pourraient peut-être nous permettre de soigner la sclérose en plaques. La sclérose en plaques ne touche pas uniquement que les personnes atteintes, mais également les personnes aidantes qui les soutiennent et les assistent au quotidien. Il serait donc intéressant de se demander de quelle façon les proches viennent en aide aux personnes souffrant de la sclérose en plaques et quelles répercussions cela peut avoir tant sur leur plan physique que émotionnel.